Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de Techos, déjà. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé du tournage, on a parlé de l'électricité, de la caméra, de la régie, qui fluidifie tout le processus de tournage. Mais lorsqu'on éteint les caméras, ce n'est pas la fin du processus de création de film. C'est le début de ce qu'on appelle la 3e écriture, après le scénario, le tournage, le montage. Et justement, pour en parler, je suis ici avec une chef monteuse, Mintam Nguyen. Mintam, bonjour. Bonjour Abel. Alors toi tu es monteuse depuis 1983, tu as travaillé sur des séries et des films de fiction, sur des documentaires, tu as été également chef monteuse son et tu as travaillé à l'international, notamment en Australie. Oui. Avant de parler de tout ça, je propose qu'on commence du tout début. Comment est-ce que tu as commencé dans le montage ? Alors déjà, tu as raison, le montage intervient après le tournage. C'est-à-dire le tournage, il y a des images qui sont appelées des rushs et le monteur ou la monteuse est chargé d'assembler toute cette matière, lui donner du rythme, reconstruire une histoire qui a été déjà écrite lors d'un scénario. Donc on est effectivement, comme tu l'as dit, une 3e écriture. Alors pour ma part, quand j'ai commencé... je n'avais aucune idée de ce que c'était le montage. Quand on est cinéphile et qu'on veut faire du cinéma, on se dit d'abord « je vais être réalisateur ». Donc le montage en soi, je ne savais pas ce que c'était. D'abord, j'étais très cinéphile, j'allais au cinéma. Les parents et les grands-parents allaient beaucoup au cinéma eux-mêmes. Et donc c'était un peu religieusement qu'on y allait. Une fois par semaine, le vendredi soir, on allait sur les Champs-Élysées voir un film en salle. Et le reste du temps, comme j'avais un frère qui était mon aîné, qui avait 5 ans de plus que moi, lui m'emmenait dans les cinémas d'art et d'essai. Donc, en fait, on passait notre vie dans les salles de cinéma. Anecdote un peu amusante, mes parents étaient des joueurs de mahjong et ils jouaient au mahjong dans un restaurant qui était près des Champs-Élysées. Pendant qu'ils jouaient au mahjong, ils disaient « allez au cinéma au McMahon ». Et puis, c'est là qu'on passait notre dimanche après-midi. Parce qu'à l'époque, les cinémas étaient permanents. C'est-à-dire qu'on payait pour une séance et on pouvait rester toute l'après-midi sans rien payer en restant dans la salle. Donc on peut dire que nos babysitters du dimanche, c'était Fred Astaire, Ginger Rogers, Sid Charisse, tous les films de comédie musicale qui passaient dans ce cinéma, c'était eux qui nous gardaient tous les dimanches après-midi. Donc voilà. Sinon, effectivement, il y avait les salles de cinéma, mais il y avait aussi la télé. Parce qu'à la télé, il y avait beaucoup de films qui passaient régulièrement. Il y avait des films, des feuilletons, parce qu'on disait feuilleton à l'époque, on ne disait pas série. Donc j'étais nourrie aussi par le tube cathodique. Et c'était une manière aussi d'avoir accès à des films qu'on ne voyait pas. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas encore les téléphones, ni accès à Internet, toutes ces facilités qu'on a maintenant. On avait le cinéma, la télé, les ciné-clubs de lycée, où il y avait aussi des débats et des questions qui ont forgé aussi mon côté cinéphile. Et en plus du cinéma, il ne faut pas oublier ce qui m'a nourrie aussi, c'était que j'avais la chance d'habiter à Paris et d'avoir des parents et des grands-pères qui aimaient beaucoup sortir au musée, donc ils nous emmenaient au musée. Et ça, c'est une habitude qu'on a gardée depuis notre enfance. Découvrir les musées, c'est aussi découvrir de la peinture, découvrir des choses picturales, visuelles, qui ont formé aussi un œil, en fait. Donc ça, c'était assez important. Il y a aussi le théâtre, parce qu'il se trouvait que mon grand-père était un ami d'un auteur dramatique, qui était un écrivain de théâtre, qui s'appelait Marcel Achard, qui était académicien. Lui qui était grand cinéphile, et je crois toute sa vie, il a vu 3 films par jour jusqu'à la veille de sa mort. Du coup, on allait beaucoup au théâtre. Alors il y avait le théâtre un peu théâtre de boulevard ou théâtre un peu bourgeois, voilà, qui faisait que on assistait non seulement aux pièces de théâtre, mais aussi à aller en coulisses pour montrer les acteurs et les comédiens. Donc ça, c'était assez formidable. Et mon frère étant donc mon aîné, lui était un peu plus rebelle et il aimait bien aussi aller voir des pièces à Nanterre, à Bobigny, qui ont permis une ouverture d'esprit qui m'ont beaucoup nourri en fait.
Parce que le théâtre, à cette époque-là, moderne, utilisait beaucoup aussi la lumière, des décors. Par la suite, ils ont beaucoup utilisé aussi les caméras, aussi la vidéo. Donc il y avait une espèce d'interaction audiovisuelle, même au sein du théâtre, qui était un spectacle vivant, en fait. Et pour les oreilles, il y avait aussi les concerts. J'avais la chance qu'on ait des amis qui pouvaient nous avoir des billets gratuits pour aller au Théâtre des Champs-Élysées écouter des concerts classiques. Donc ça, c'était aussi important, d'être baigné dans de la musique, mais en live aussi, et aussi beaucoup de jazz. Donc toute ma vie était un peu imprégnée, un bain culturel assez fort, qui était principalement les films, puis le théâtre, puis la musique, puis les musées. Mais il y avait aussi la lecture. Parce qu'en tant que cinéphile, j'avais envie de connaître, de savoir un peu plus sur les films et les critiques de films, que ce soit dans des revues comme les cahiers du cinéma, et surtout positifs, ou même ce qu'on demandait pour Noël, c'était des livres sur le cinéma. Voilà, donc on était nourris aussi par la critique, qui était pas une critique qui faisait la promotion d'un film, mais vraiment une critique d'analyse, qui était vraiment très intéressante. Et voilà, c'était aussi une manière de connaître la vie et les œuvres des réalisateurs, ou de voir des interviews d'acteurs, de se nourrir de tout ça, qui fait un ensemble de choses qui ne se contentaient pas que des films. Qui allait au-delà. Et alors comment est-ce que du coup tu passes de ce bain culturel-là à vraiment commencer comme monteuse ? Alors, comment commencer à travailler ? Le premier réflexe, quand je dis tiens, je vais faire du cinéma, à l'époque, c'était en 1980, on n'avait pas beaucoup de choix. Il y avait l'IDEC, qui était l'ancêtre de la FEMIS. Il y avait l'École Louis Lumière, mais c'était beaucoup plus scientifique. C'était vraiment pour les chefs opérateurs, les ingénieurs son. Et puis il y avait la fac. Il n'y avait pas beaucoup de fac. Il y avait la fac de Censier, la fac de cinéma. Il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles de cinéma. On n'avait pas vraiment le choix. J'ai fait comme toute personne, j'ai essayé de passer l'IDEC, l'équivalent de la FEMIS, qui était l'école de cinéma. Donc j'ai même pas passé la première étape. Et alors je me suis dit, comment je vais faire ? J'ai trouvé, je me souviens plus comment, mais j'avais trouvé un cours qui préparait au concours de l'IDEC. Et je suis tombée sur quelqu'un qui s'appelle Jean-François Tarnowski, qui était un des pionniers sur ce qu'on appelle l'analyse de film. Ouais. Parce que maintenant, ça nous paraît naturel, analyser un film, voilà, tout le fait. Mais à l'époque, en 1980, c'était quelque chose de très nouveau, d'avoir ce concept d'analyse de film. Et j'ai eu la chance de tomber sur lui, sur ses cours, qui donc préparaient à l'IDEC. Et là, j'ai passé 7 mois absolument formidables à analyser des films, comprendre ce qu'était le langage cinématographique, décrypter à la lumière de cet homme qui était formidable. Et ce sont des notions que je garde jusqu'à maintenant, et que maintenant j'enseigne aussi en école de cinéma, et qui perdurent en fait. Donc de là, il se trouve que un été, au mois d'août, mon frère participe à un film de comédie musicale médicale, qui est un film, un court-métrage d'entreprise, donc commandité, mais sous forme de comédie musicale. À l'époque, les laboratoires pharmaceutiques avaient beaucoup de budget. On pouvait faire des choses assez folles, avec des moyens énormes, parce que c'était leur manière d'investir cet argent avant la fin de l'année, qui permettait sans doute de payer moins d'impôts. Et donc... du coup, ils avaient beaucoup d'argent à dépenser créer des comédies musicales pharmaceutiques. Voilà. Donc, le trajet d'un médicament, voilà comment on le faisait, et ben, c'était sous forme de danse, de danse, de comédie musicale, de musique originale. Et donc, je me suis retrouvée en visite sur le plateau. Et donc, mon premier job sur un court-métrage, ça a été de borgnoler tout un studio. Et quand la personne m'a dit, est-ce que tu peux borgnoler toutes les fenêtres qui sont là ? Je me suis dit, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire borgnoler ? Je me dis, mais borgnoler, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que c'est. Le machiniste m'explique, borgnoler, tu prends ces grands draps noirs et tu les mets sur ces grandes baies vitrées
pour créer un effet de studio, pour pas qu'il y ait de fausses teintes avec de la lumière, de créer vraiment une ambiance de studio. Donc j'étais avec un autre camarade qui était aussi de passage touriste sur le tournage, et il dit bon bah tous les deux on s'est mis à mettre ces bouts de tissu noir sur 120 mètres carrés de baies vitrées pour créer cet effet de studio, et aussi de tenir une poursuite, c'était un projecteur pour suivre un comédien. Et j'ai trouvé ça mais formidable. Ce tournage, c'était impressionnant, il y avait du matériel. Et du coup, quand il y a eu un deuxième film commandité par un autre laboratoire, qui est aussi un film de fiction, eh bien, elle m'a dit, bon, ben, est-ce que tu peux être stagiaire ? On va t'employer comme stagiaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, petite main à tout faire. Et sur un des tournages, il y avait une comédienne, voilà, qui me voyait m'agiter dans tous les sens, à faire plein de choses. Et quand cette comédienne a été prise pour un court-métrage de l'IDEC, elle a parlé de moi aux jeunes étudiants en disant « Si tu as besoin d'une personne très dynamique qui est prête à tout faire, je te conseille Mintam ». Et donc cet étudiant l'a écouté, donc m'a appelé. Et ce jeune étudiant, c'était Radu Mihailianu, qui était en 3e année d'école de cinéma. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Écoute, moi j'ai besoin d'une script ». Et je le regarde, mais je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas, j'ai jamais été script. Mais c'est pas grave, j'apprendrai. Il me dit très bien, donc tu apprends, tu seras script sur mon film. Est-ce que tu acceptes ? Alors, je dis bien sûr. Première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir la script que j'avais rencontrée sur les tournages de films pharmaceutiques pour qu'elle me dise, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être script. Et j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, script, c'est ce qui est de plus près du réalisateur au point de vue du découpage, c'est-à-dire au point de vue de où mettre la caméra, quels sont les plans, quels sont les mouvements qui vont être... voilà. Pour moi, je me sentais à l'aise, d'autant plus que j'avais déjà des notions grâce à l'analyse des films que je faisais. Donc j'avais une notion de ce qu'était un plan moyen, un gros plan, une plongée, une contre-plongée, un travelling, un zoom. Donc tout ça, je l'avais déjà intégré en analyse de film. Et être script, c'était vraiment un complément. Et ce qui était génial, c'était vraiment être près de la création et près du réalisateur. Donc, je suis script sur le court-métrage de Radu. Et puis, après, il me dit « Ah ben, j'ai besoin que quelqu'un synchronise mes rushs. » Quelqu'un synchronise les rushs. Oui, je peux le faire. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire synchroniser des rushs. J'avais vaguement idée qu'on mettait un son en face d'une image, mais techniquement, je n'avais aucune idée. Donc, j'ai dit oui, bien sûr, je sais synchroniser des rushs. Donc, à nouveau, je suis allée voir l'équipe qui montait les courts-métrages de mon frère. Voilà, dites-moi comment on fait. Donc à l'époque, c'était sur pellicule. L'assistante monteuse m'a montré comment synchroniser des rushs. Et donc j'ai synchronisé les rushs du film de Radu. Et après, j'étais l'assistante, donc j'ai pu assister au montage. Et coup sur coup, j'ai dit sur les films de mon frère, bon ben maintenant, je ne veux plus être stagiaire, je peux être script et je peux être assistante monteuse. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes armes. Et un jour, sur un 4e court-métrage, toujours pour les laboratoires pharmaceutiques, qui étaient des courts-métrages de fiction, la monteuse a commencé le film, et à un moment donné, elle est appelée en renfort sur le film de Piala. Donc elle m'a dit, bah maintenant c'est à toi de jouer, tu prends ma place. Je tremblais. C'est pas mal, c'est le jeter dans le grand bain. Jeter dans le grand bain. J'ai beaucoup sué parce que pour monter synchrone avec sur ces grandes tables, avec le son et l'image, enfin voilà, c'était vraiment une grande première. Il fallait vraiment se jeter à l'eau et je me suis jetée à l'eau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. À l'époque, oui, c'était les grandes tables de montage en pellicule. Voilà. Et du coup, je sais qu'après, tu as fait du son. La première étape, c'était du son. Non. Alors du coup, la première étape, c'est de montrer ces courts-métrages. De ces courts-métrages, je montais les sons, enfin je montais tout ce qu'il y avait monté pour le compléter. Et après, l'étape d'après, c'est d'essayer de rentrer dans le monde du long-métrage. Et comme je connaissais personne, j'ai mis à peu près 3 ans avant de décrocher un long-métrage en rencontrant Bertrand Tavernier. Et comment je l'ai rencontré ? Mon frère, qui travaillait pour la revue Positif comme critique de cinéma, connaissait Bertrand Tavernier, qui aussi écrivait pour Positif, donc ils se connaissaient comme ça de vue.
Et un jour, on allait à une projection de film, parce qu'on avait l'habitude, nous, cinéphiles fous, de louer des salles de cinéma pour nos anniversaires et projeter des longs métrages, pour faire connaître des films à nos copains. Et comme on connaissait à peu près bien les projectionnistes, on arrivait toujours à avoir les salles au rabais. Et pour marquer le coup, on projetait des films. Et donc, à l'occasion d'une fête où on devait projeter un long métrage, on croise Bertrand Tavernier qui sort de la salle de projection, qui venait de voir un long métrage. Comme il était critique de cinéma, c'était une avant-première. Donc, il sort de cette avant-première et il rencontre mon frère. Il me dit « Ah tiens, je vais projeter tel film. Ah, mais ça m'intéresse, je vais rester. » Et donc, avant la projection de ce long métrage, pour les potes, j'avais monté un petit film en Super 8. Donc, j'ai apporté mon projecteur Super 8, où j'avais fait un petit montage d'un copain qui était dans le grand désert de l'Arizona, dans le western. C'était ses Super 8 de vacances en Amérique, dans le Far West, dans le Grand Canyon. Et moi, j'avais monté sur ces images du son, c'est-à-dire que j'avais un vinyle de la voix de John Ford qui décrivait les westerns, que j'avais enregistré sur une cassette, et au moment de la projection, je mettais la cassette en route avec la projection du film en Super 8 qui était projeté, avec la voix de John Ford. Et à la fin de la projection, Bertrand Tavernier, grand cinéphile, me dit « Mais c'est incroyable, mais d'où vient cette voix de John Ford qu'on entend? Mais c'est absolument formidable et tout, mais c'est incroyable. » Et donc, ça l'avait beaucoup amusé. À la fin de la projection, il nous dit que son projet, il était en train d'écrire un film sur le jazz, sur un personnage de jazz, avec son scénariste américain. Et nous, on lui dit, tu devrais rencontrer Francis Podras, qui est un fou furieux de jazz, qui a plein d'archives de Billie Holiday, de Thelonious Monk, de grandes figures du jazz en 16 mm chez lui, et qui a plein d'anecdotes, qui a connu Bud Powell, qui a écrit un livre sur Charlie Parker, qui est un grand jazzman. Donc, je pense que ce serait intéressant que tu rencontres ce féru de jazz. Donc, on organise un déjeuner. Donc, Bertrand Tavernier vient avec son scénariste américain et rencontre Francis Podras. Et là, coup de foudre, avec tout ce qu'il lui raconte, finalement, son scénariste et lui-même vont faire que le personnage principal et l'histoire que va être Round Midnight est basée sur l'histoire de Francis Podras. Donc, évidemment, pour moi, c'était l'occasion de demander à Bertrand Tavernier si je pouvais être stagiaire sur son long métrage. Il m'a dit oui, bien sûr, appelez mon monteur et puis dites-lui que vous appelez de ma part pour faire le stage. Et ça, on était à peu près au mois de décembre. Donc je prends mon courage à deux mains, j'appelle son chef monteur, Armand Psieni, au téléphone. On dit voilà, je vous appelle de Bertrand Tavernier qui m'a donné votre numéro de téléphone parce que j'aimerais bien être stagiaire sur le prochain film. Il me dit ah, mais ma pauvre petite, mais ils sont en train d'écrire l'histoire, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils vont commencer à tourner, je ne peux absolument rien vous dire. Mais est-ce que vous parlez anglais? Oui, je parle couramment anglais. Ah oui, ça m'aidera parce que moi, mon anglais est très médiocre. Donc ça, c'est un bon point. Mais là, vous m'appelez en décembre, mais je n'ai aucune idée. Appelez-moi dans quelques mois et on verra bien. Les mois passent, j'appelle tous les 2 mois, toujours rien. Voilà, 3 mois, 4 mois se passent, toujours rien. Et je me dis, voilà, c'est fini. Oui, voilà, il rappellera jamais, c'est mort et tout. Et un jour, 2 mois de juin, je reçois un appel d'Armand qui m'appelle « Vous êtes toujours libre pour venir pour être stagiaire sur le film de Bertrand Tavernier ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Et là, il m'appelle « Vous commencez la semaine prochaine. » Et c'est comme ça que j'ai commencé sur Round Midnight. Le montage se faisait en même temps du tournage et le tournage se faisait en studio. Donc c'était à Épinay-sur-Seine. Et ce qui était incroyable, c'est de rencontrer toutes les équipes sur place. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'a commencé mon premier long métrage. Et du coup, de fil en aiguille, comme à l'époque, après tournage, les montages se montaient souvent à Boulogne-Billancourt. Dans les grands studios de Boulogne-Billancourt, il y avait 40 salles de montage. Donc là, j'étais vraiment au cœur. Donc une fois que j'avais mis un pied dedans, du coup, voilà,
je pouvais rencontrer tous les monteurs, les assistants monteurs, enfin tout. Oui, en fait, vous étiez rentré dans le milieu, c'est bon. Dans le milieu. Et après, j'ai gravi les échelons, petit à petit, de stagiaire monteuse, assistante monteuse, assistante au son. Après, je suis devenue monteuse son. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu, les années 90, ce moment charnière où on est passé de la pellicule au digital. Ouais. Donc ça m'a permis, ce tremplin, de le faire et au son et à l'image. Ça vous a aidé le fait que ça passe, enfin, ça t'a aidé le fait que ça passe. Oui, ça m'a aidé le passage au digital parce que il y avait beaucoup de monteuses et de monteurs qui ne passaient pas le pas. Donc quand il a fallu trouver des monteurs et des monteuses qui savaient manier le digital et les ordinateurs, c'était vraiment l'occasion de se détacher et de pouvoir avoir un tremplin plus rapide, quoi. Oui, en fait, tu as été plus agile que d'autres, disons. Ou plus prête à changer. Voilà, j'étais prête à changer. Je voyais bien déjà au son que c'était un plus que de monter en pellicule, parce que quand on montait en pellicule son, on pouvait écouter que 3 sons à la fois. 3 sons à la fois. Donc il fallait tout imaginer. Le fait de passer en digital, on pouvait écouter 24 sons à la fois, ce qui était déjà un énorme progrès. Bon, maintenant, on peut monter jusqu'à 700 pistes, hein. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. À l'époque, déjà, c'était un progrès, et je me suis dit, mais c'est ça l'avenir. Et du coup, du son, je me suis dit, il faut que j'apprenne aussi à manier pour l'image. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers stages en avis dans les années 90. Ah, c'est vrai que quand on écoute un film maintenant, il y a un nombre de pistes son assez fou, quoi. C'est hallucinant. Ah oui. On entend le bruit de l'oiseau, le jaguar, le bruit des feuilles, enfin peu importe, qui se mélangent à la fois. Et je pense que même on se rend pas compte de la quantité de sons qu'on entend tout à fait. En même temps. Oui. Alors pour parler plus concrètement de ce que c'est que le montage, tu m'avais présenté quelques extraits de travaux qu'ont fait tes étudiants. Est-ce que tu peux un peu me présenter justement ce que sont ces extraits ? Oui, alors je vais vous présenter une séquence qui est montée de 3 façons différentes. La première, c'est un court-métrage tel qu'il a été montré et voulu par le réalisateur. C'est l'histoire d'un personnage qui a des impressions de déjà-vu. Donc mentalement, il voit des choses qui se passent avant qu'elles n'arrivent. Okay. Des choses prémonitoires. Et après, j'ai demandé à mes 2 étudiants, pour leur faire comprendre un peu ce qu'était le montage, vous allez voir le personnage qui parle à son agent, parce que c'est un comédien qui parle à son agent au téléphone, et on voit l'agent qui communique avec lui au téléphone. Et dans le principe que j'ai demandé à mes 2 étudiants, c'est j'enlève les séquences où on voit l'agent au téléphone, on reste que dans la cuisine où se trouve le personnage de l'acteur, on ne change pas d'endroit. On coupe l'agent en fait, on le voit plus du tout. On ne voit plus du tout l'agent, et j'aimerais que vous me racontiez ces impressions de déjà-vu et me faire sentir le malaise que ressent le comédien. Ok. Voilà. Donc je vais vous présenter le premier. C'est le tout début du film. Hello? Good morning, sunshine. Or should I say good afternoon? Morty? Yeah, well, enough of the pleasantries. I got an audition for you today. It's in an hour. Start getting ready. Is this a joke, Morty? No. It's an indie picture. Starring one of those people from the show in the apartment in New York. Hey, you got this in the bag, kid. You're perfect. On le voit beaucoup dans la séquence de Morty, base. didn't you just call me about this, like, a minute ago? What? Kid, are you in or out? I'm in.
Voilà. Le principe que je vais demander à mes étudiants, c'est de monter la séquence avec des rushs, c'est-à-dire avec les images d'origine qu'on avait, avec toutes les prises. Et je leur ai dit, je ne veux plus qu'on voit l'agent, on reste seulement dans la cuisine. Et je veux que vous me créiez ce malaise, ou je veux que vous me créiez cette impression de déjà-vu dans ce personnage. À vous de jouer. Ok, Voilà. c'est un beau challenge. Hello? Good morning, sunshine, or should I say, good afternoon. Morty? So, yeah, enough with the pleasantries. I got you an audition today. It's in an hour. Start getting ready. Is this a joke, Morty? No, it's an indie picture starring one of those people from the show in the apartment in New York. You got this in the bag, kid. You're perfect. Kid, are you in or are you out? I'm in. C'est pas mal, même la Voilà. manière dont il prolonge le morceau de tasse qui tourne, qu'il le fait tourner longtemps comme ça. Et là, on voit bien qu'elle a joué autant sur les sons, et autant, là, on reste vraiment identifié au personnage. On reste dans sa tête. Oui, justement, on voit pas l'agent parce que lui, il le voit pas. Lui, il ne voit pas. Donc, l'identification est immédiate et on est vraiment dans sa bulle. Donc, elle a réussi à créer par le montage l'impression de déjà-vu qui est très perturbant et qui Ouais. le perturbe. Alors que dans l'original, on a moins ce sentiment-là. Ouais, Voilà. on est moins avec lui. On est moins avec lui. Et là, c'est très intéressant la manière même dont elle a utilisé les sons et mixé les sons, qui font partie de son univers mental et d'être Ouais, il y a le dérangé. sifflement très prolongé, il y a le Voilà. bruit de la tasse qui continue même lorsque la tasse est plus dans le champ de vision. Voilà. Ou même au début, on entend un sifflement très grand et qui s'interrompt au moment où il dit allô. Ouais, C'est-à-dire qu'on reste dans sa bulle mentale qui est représentée, qu'on entend au son, en fait. Voilà, donc ça, Ouais. ça c'est un exemple. Et maintenant, je vais vous montrer celui de Zlata. Hello? Oh, good morning, sunshine. Morty? I got an audition for you today. It's in an hour, so start getting ready. Morty, didn't you just call me about this like a minute ago? What? Kitty, you in or out? I'm in. Donc là encore, c'est une autre manière de faire ressentir l'impression de déjà-vu. C'est qu'elle l'a mis carrément avant le générique. ouais, C'est qu'il y a une impression très bizarre de ces images qui vont en arrière, qu'elle a mis au ralenti avec ce son. Donc là, l'impression est complètement autre. On a l'impression que c'est intriguant. On se demande ce que c'est, en fait. Oui, en fait, en tant que spectateur, il y a quand même quelque chose qui nous happe dès le début, puisqu'on Oui. on voit plein d'images qu'on comprend pas. On comprend rien, on comprend pas. Après, on a la réponse par le son, par la manière dont elle l'a fait, et donc on est à nouveau très scotché au personnage, on le suit. Donc voilà, là ce sont vraiment deux manières différentes, deux approches différentes. Donc on peut presque dire qu'il y a autant de versions de montage qu'il y a de monteurs. Ouais, Parce que chacun a une sensibilité différente, et après évidemment c'est le réalisateur qui décide. Le
réalisateur, après, il a aussi son mot à dire, mais ça vous prouve que la personnalité de chacun, il y a autant de versions de montage possibles, en fait. Oui, c'est un auteur en plus qui a chacun sa vision, son apport. Et donc là, on voit bien le côté, entre guillemets, créatif. C'est-à-dire la manière dont vous allez monter ou mettre les images dans un certain ordre qui suit certaines autres séquences change complètement. Mais tout ça, toujours au service de la même chose qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je dois ressentir à ce moment-là ? Et soit on le renforce par le montage, soit, voilà, je dirais presque, quand on lit le scénario, parce qu'il y avait aussi le scénario quand même, que j'ai donné à mes étudiants, le premier montage que vous avez vu du court-métrage, tel qu'il est, il a suivi à la lettre le scénario. C'était décrit, il est au téléphone, on passe dans le bureau, on repasse au téléphone. Donc là, c'est vraiment... on a suivi ce qui était écrit. Par mes étudiants, je vous montre une autre manière de réécrire l'histoire dans le montage, mais en respectant ce que l'on veut dire. Ouais. C'est-à-dire l'impression de déjà vu. Un bon monteur, en un sens, il s'affranchit en partie du scénario, ou il peut s'en affranchir. Absolument. Là, vous n'avez peut-être pas remarqué, parce que je le sais, dans le dernier extrait, l'étudiant a coupé 3 lignes de dialogue qui étaient trop longs. Oui, c'est un film indie qui se tourne dans un appartement de New York. Ça, elle a trouvé ça trop long. Donc, du coup, elle l'a supprimé. Donc, nous, en tant que monteur, on fait la même chose. Hein. Très souvent, c'est pas parce qu'une ligne de dialogue a été écrite qu'on va forcément la garder. Et même quelquefois, très souvent, soit on coupe, soit on inverse. Mais est arrivé sur des courts-métrages qui avaient une ligne de dialogue qui était en conclusion. Rien que le fait de déplacer ces 2 lignes de dialogue avant change le sens de la scène. Par exemple, je sais que le monteur IN 2D, quand il montait les films de Piala disait « Je veux pas avoir une séquence qui a un début, un milieu, une fin ». Bon, il y a une séquence de déjeuner, il y a un début, au milieu, ça tourne, il y a une dispute, ça se termine par une claque. Il a dit « Bah non, on va mettre la claque au début ». Ah, pour que ce soit plus fort, qu'il y ait une tension. Plus immédiat. Donc, Piala a dit à son monteur, tu mets la claque au début et après on a le dîner. Ça crée cette tension. Oui, au lieu que ça monte vers quelque chose... C'est la tension qui Voilà, le drame est là et ça sous-tend tout le déjeuner. On peut imaginer une métaphore, hein, par exemple, scénario, tournage, montage, ça peut être comme un puzzle. Le scénario, j'ai le modèle du puzzle, donc j'ai le modèle sur papier. Le tournage, c'est plein de petites pièces qui vont être là. C'est tous les rushs que je vais avoir, des milliers de pièces. Et moi, au montage, je vais reconstituer tout le puzzle. Je vois que le puzzle est assez similaire au scénario, mais finalement, j'ai envie quand même de changer des pièces pour raconter mieux l'histoire. Là, je vois que ça se traîne un peu, donc on peut imaginer qu'au départ, le thème, on peut prendre par exemple, on est sur un paquebot, un couple se rencontre sur un paquebot, il y a une tempête, le bateau coule, un des protagonistes meurt. Voilà. Ok. On tourne toutes ces séquences, j'arrive au montage, je respecte le scénario, donc mon puzzle est là, et là je me dis, mais peut-être qu'on pourrait essayer autre chose, ça serait peut-être plus intéressant de commencer par la tempête. On est en pleine tempête, et on va raconter l'histoire en flashback, c'est-à-dire en arrière, de comment on est arrivé jusqu'à la tempête. Et à partir du moment de la tempête, on va aller jusqu'à ce qui va arriver après la tempête, au futur, c'est-à-dire la mort d'un des personnages. Ouais. Donc, on met la tempête au milieu, enfin en début, on revient en arrière pour savoir comment on est arrivé à la tempête, et on revient à ce point, et se déroule la fin, le personnage meurt. D'accord ? Mais on peut aussi imaginer qu'on peut commencer par la personne qui meurt, et elle va raconter tout en flashback. C'est-à-dire, elle va raconter tout ce qui lui est arrivé jusqu'à ce qu'elle meure. Mais on sait déjà qu'elle est morte. Donc, on voit bien que ça donne une couleur, une saveur différente selon qu'on sait au début que la personne est déjà morte ou que, tiens, comment est-ce qu'on est arrivé à la tempête et avoir une conclusion, ou alors avoir quelque chose de très linéaire, un début, un milieu, une fin. Donc,
c'est pour vous dire que le montage, c'est aussi une manière de réinventer l'histoire tout en la respectant. L'agencement fait que le sentiment, les impressions qu'on aura seront un peu plus différentes. Et est-ce que ça arrive que tu proposes une version au réalisateur et qu'il ait du mal à apprécier la version au début, de dire « Ah, ça c'est tellement différent de ce que j'avais en tête au début » ou je sais pas, les 3 lignes qu'on a coupées, quand même, on s'était cassé la tête avec le scénariste à les écrire, ces 3 lignes-là, ça m'embête un peu quand même. Ah oui, alors voilà, tout l'art du monteur, c'est de proposer, de toujours dire que c'est juste qu'une proposition. Et souvent, ce qui arrive, c'est que le réalisateur, voyant que c'est tellement différent, ça lui donne des idées, ça peut lui donner une 3e possibilité. C'est-à-dire que cette collaboration, en proposant quelque chose détaché du scénario original ou du tournage original, peut lui donner des idées et on fait une 3e chose. Quelquefois, il a du mal aussi à accepter. On peut être attaché à son bébé. Voilà. On peut être hyper attaché. Et ça m'est arrivé en documentaire, où on ne sait pas très bien comment on va commencer le film. Ça m'est arrivé 2 fois, sur 2 documentaires, de commencer le film d'une certaine manière, qui n'était pas du tout la manière qui était prévue au tournage. Et voilà, je me dis, tiens, commencer comme ça va être formidable, ça va ancrer quelque chose. On avait présenté donc le documentaire avec ce début au producteur, puis après, en cours de route, on continue le montage, on lui présente une autre fois une 3e mouture, et dans la nuit, le réalisateur avait changé le début. Il avait remis le début comme il avait écrit. Il avait fait ça en cachette. Oui, parce qu'il savait monter. Donc le matin, il me dit, bon, j'ai un peu changé, j'ai changé le début, donc on va le présenter au producteur. Je dis, bon, très bien. Effectivement, voilà. Donc le producteur arrive, il regarde le film, et à la fin, il me dit, mais bon sang de bois, mais pourquoi vous avez changé ce début? Mais c'est vraiment ridicule. Remettez le début comme il était. Mais c'est quoi ce début? Et là, le réalisateur a dit, oui, c'est moi qui l'ai changé dans la nuit. Mais il a été honnête, il n'a pas essayé. Oui, non, il a dit, voilà. Et donc, on a gardé le début tel que je l'avais monté. Et dans l'autre cas de figure, c'était pareil, j'avais trouvé un début. On l'avait montré au producteur, donc ça roulait. Puis au bout de la 3e projection, la réalisatrice me dit, non, finalement pour le début, j'aimerais bien que tu remettes ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire voilà, ces séquences qui ont été jetées à la poubelle. Non, j'aimerais bien qu'on le remette. Et du coup, on présente ça aux productrices, parce que là c'était les productrices, et elles voient le début. Mais c'est quoi ce début mais on dit, on se croirait sur France 3 Bretagne, ça va pas du tout. Il faut remettre le début tel qu'il était. Et là, c'était sans appel. La réalisatrice dit oui, bon, très bien, oui, bon, on remet le début tel qu'il était. Donc, effectivement, le travail de changement, que ce soit des changements de structure, de changements dans les dialogues, ou même de laisser tomber des séquences entières, oui, il faut que le réalisateur ou la réalisatrice soient en accord avec ce que je propose, mais aussi qu'il fasse son travail de deuil. Parce que quelquefois, jeter des séquences qu'ils ont mis peut-être 4 jours à faire, moi j'ai pas d'état d'âme, je les mets à la poubelle, et le réalisateur me dit, mais non, mais tu te rends compte, on a mis 4 jours à faire ce plan séquence, tu peux pas faire ça. Je dis, mais écoute, voilà, et au fur et à mesure qu'ils voient le film, voilà, soit on trouve des compromis, mais il y a ce processus de deuil à avoir. Et c'est pour ça que je dis qu'au montage, on a besoin de temps. Ouais. On a besoin de temps de digestion. On a besoin de temps de réflexion qui sont vraiment nécessaires. C'est pas parce qu'on a des machines qui nous permettent d'aller 15 fois plus vite qu'avant qu'il faut nous enlever le temps. Le temps est nécessaire. Oui, il faut revoir la séquence, voir si elle fonctionne, la séquence, pas se dépêcher. Même tout le film. Et dans cette partie coupe, surtout en documentaire, mais quand tu arrives sur ton banc de montage, tu as beaucoup plus de rush que ce que va être la durée finale du film. C'est quoi les critères pour dire « Ah, cette séquence, elle vaut le coup d'être dedans, et ça doit être coupé ». Ça dépend du film. Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Il y a une première chose à savoir, les décisions se font en commun, quelquefois en commun, ou quelquefois c'est le producteur qui a un œil neuf. Ça m'est arrivé en documentaire, on a 5 personnages, le documentaire fait 1h30, on doit faire un 52 minutes, donc on doit enlever. Sans hésiter, la productrice se tourne vers la réalisatrice et moi et me dit « Ce personnage-là, poubelle ». Et là on se regarde « Ah bon ? Ah bon, mais tu es sûre ? Ah non, mais si on a à choisir, c'est clair, elle passe à la trappe. » Et là, ça nous a un peu scotché. Ah, on s'y attendait pas. On pensait raccourcir, on les disait, mais pas enlever un personnage entier. Et donc, effectivement, elles avaient raison. Ça donnait une dynamique, voilà, son ressenti d'œil extérieur. Moi-même, j'étais déjà, comme la réalisatrice, amoureuse de mes plans, entre guillemets. Mais quand il faut faire des sacrifices, on fait des sacrifices. C'est bien d'avoir des deadlines, c'est bien d'avoir des temps impartis, de se dire, voilà, on a un cahier des charges, on va faire 52 minutes. Ça force à faire des choix, et quelquefois c'est bien d'être forcé à faire des choses. On n'a pas conscience, on aime bien, les plans s'y habituent. Aussi, à force, au bout de 2-3 semaines, un plan nous paraît bien. Par exemple, je me souviens sur un film de fiction, il y avait un plan séquence. Et là, je dis, bah non, le plan séquence, il va être bien plus intéressant si je coupe dedans. Donc, je coupais dans le plan séquence. Et ça donnait une dynamique. Tout d'un coup, pour le début du film, ça donnait un punch, alors que jamais, a priori, on avait pensé qu'on allait couper ce grand plan séquence, c'est-à-dire un plan séquence, c'est-à-dire un plan qui est fait d'un seul tenant, sans coupe. Oui, parce que souvent, en plus, au tournage, le plan séquence, c'est le truc qui est très difficile, il faut préparer toute une choré, donc j'imagine que ça doit être assez difficile quand on a été sur le tournage, de se dire, là, il faut couper dedans. Ouais. Mais il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est pas parce que c'est un plan séquence qu'on ne peut pas ne pas couper dedans. Ouais. Et combien, tu parlais de temps, combien de temps ça prend à peu près de monter un film de fiction et combien de temps un film documentaire ? Un film de fiction, en général, c'est au moins 14 semaines minimum. Si je monte pour la télévision, des 52 minutes, on nous donne maintenant 7 semaines. Ouais. 7 semaines. Moins. C'est-à-dire moitié moins. C'est même descendu à 5 semaines. 5 semaines, c'est très difficile. D'autant plus que maintenant, la tendance est qu'on peut tourner plus, donc on n'hésite pas à tourner sur des longueurs. Donc avant, quand j'avais une moyenne de 10 heures de rush, maintenant je peux en avoir 50 ou 70. Oui, ce qui n'est pas la même chose quand il faut visionner, ne serait-ce que visionner les 50 heures. On ne peut pas visionner les 50 heures. Quand on n'a que 5 semaines, ne serait-ce que 7 semaines, on n'a pas le temps de tout voir. Donc ce que je dis aux réalisateurs et réalisatrices, c'est je ne veux voir que le principal, que ce que vraiment tu tiens par-dessus tout, tu fais déjà ce travail de dérochage. Parce que physiquement, je n'aurai pas le temps de tout voir. Oui. Alors, maintenant, ça dépend des moyens. Mais en général, on n'a pas toujours ces moyens-là. Mais il y a des longs métrages. Par exemple, Albert Serra, je sais qu'il a énormément de rush. Il peut avoir jusqu'à 700 heures de rush. 700 heures, parce qu'il a tourné sur 2 ans. Et il regarde tout. Regardez 700 heures de rush, ouais, c'est... Il regarde tout. C'est-à-dire qu'il voit tous ses rushs. Bon, c'était étalé sur 2 ans. Hein. Il n'y a pas de règle. On s'adapte par rapport au budget, par rapport au temps, le temps qui nous est imparti. Mais en général, oui, on a beaucoup plus de temps en fiction qu'en documentaire. Mais il y a aussi des documentaires qui se font sur des longs termes. Là, récemment, j'ai vu un documentaire, j'ai demandé à la réalisatrice combien de temps elle avait mis de montage. 3 ans. 3 ans avec sa productrice et sa monteuse, pour avoir le temps de réflexion. C'est-à-dire que les 3 ans, c'était pas évidemment 3 ans tous les jours, c'était sur une période de 3 ans, pour se donner la réflexion. Un bloc de montage, une pause, un autre bloc de montage. Voilà. Et quelquefois, c'est nécessaire. Donc là, on parlait un peu de la relation que tu peux avoir avec les réalisateurs et les producteurs, du fait que c'est pas une relation toujours évidente. C'est vrai que parfois, vous pouvez avoir un peu... En tout cas, j'ai l'image que des monteurs qui ont parfois un peu le rôle de fusible. Ou de... Ah oui, effectivement, si un producteur, un réalisateur et un monteur, s'il y en a un qui doit sauter, c'est forcément le monteur. Oui, donc ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Disons que j'ai eu des films, notamment en Australie, où je devais monter un téléfilm australo-américain.
Et la méthode américaine, c'est que le réalisateur ne vient jamais au montage. Donc, je me suis retrouvée à monter la télésérie, enfin la série télé, avec le producteur. C'était mon seul interlocuteur. Comme je le connaissais d'un film d'avant, on s'était dit, bon ben voilà, ce sera moi ton interlocuteur, parce que la méthode américaine, il n'y a pas de réalisateur. Ouais, alors que la méthode française, on n'imagine pas monter Même sans... pas 3 secondes. Ouais. C'est que souvent, la méthode française, c'est que le réalisateur ou la réalisatrice est chevillé au corps avec moi. C'est vraiment une collaboration. Et une fois qu'il y a une confiance qui s'est installée, là, voilà, ils me laissent de l'air. Mais souvent, j'ai besoin d'air. Donc, je leur dis, allez, va faire un tour. Je ne veux pas te Va te promener, sors dans le jardin. Va mettre des sous dans le parc-mètre. Ne viens pas avant demain après-midi. Parce que j'ai besoin aussi de cet air frais. C'est-à-dire que j'ai besoin de penser toute seule. J'ai besoin de m'autoriser à faire des choses, des choix de montage plus radicaux, sans avoir le réalisateur là. C'est pas qu'il m'empêche, mais en quelque sorte, oui, pour avoir plus de liberté en fait. La collaboration avec le réalisateur, en France, le réalisateur est là et il a le final cut. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ou pas toujours le cas aux États-Unis, sauf pour les films d'auteur. Où là, on voit l'importance du montage. Il y a même des réalisateurs américains qui ont renié leur film, qui ne voulaient même pas avoir leur nom au générique. Même Orson Welles, il y a un de ses films qui a été remonté par la production et lui a refusé qu'on ait même sur l'affiche son nom en tant que réalisateur. Il dit c'est plus mon film, j'y touche plus. C'est pas moi. Donc oui, d'où l'importance du final cut, c'est-à-dire le dernier mot qu'on a à dire sur le montage. C'est très important parce qu'un producteur peut effectivement, en remaniant par le montage, refaire une histoire qui n'est plus celle qu'on voulait au départ. Et toi, du coup, quand tu travaillais sur les montages en gros du monde anglo-saxon, c'est le producteur et chez nous, c'est davantage le réalisateur qui a le final cut. Ouais. Mais sinon, les Australiens, ils font comme en France. Ils ont leur réalisateur, ils ont la même mentalité. C'est une collaboration et le réalisateur vient tous les jours. Ok. Ouais. Et donc, c'est quoi l'ambiance en salle de montage? À quoi ça ressemble quand ça se passe bien et à quoi ça ressemble quand ça se passe pas bien? Je me souviens de Bertrand Tavernier venant en salle de montage. En l'occurrence, à l'époque, c'était pour La vie et rien d'autre. On montait en même temps qu'on tournait. On suivait le tournage. Donc là, on s'était retrouvés à Verdun, dans une église transformée en salle de montage. Il y avait de l'écho. Alors, à chaque fois que mon chef monteur, Armand Psini, me demandait un plan que je devais écouter. Donnez-moi la 12/1, 3e, M. Donc, et puis là, on donnait réellement physiquement le plan. Ouais. Réellement, physiquement, la bobine en question. J'avais des grosses galettes comme ça, avec des bobineaux de la scène, entouré d'un élastique, et tout a été écrit avec un crayon gras dessus. C'est-à-dire 13/2, deuxième, première, et on avait ce qu'on appelle un cavalier, c'est-à-dire un morceau d'amorce de film blanc, sur lequel on écrivait le nom de la prise. Okay. Pour que quand on ouvre la boîte, on puisse repérer les bobineaux avec l'étiquette dessus. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passait. Et donc, à ce propos, après une journée de tournage, Bertrand Tavernier vient regarder une séquence que Armand a montée. Et là, Bertrand pique une colère monstrueuse. D'autant plus monstrueuse que ça écotait dans toute l'église. Oui, c'est un côté un peu dramatique. Il était là... Ah mais Armand, je ne comprends pas, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et tu n'as toujours rien compris. Mais c'est horrible cette séquence, mais vraiment, je ne comprends pas. Il commençait à taper des pieds, ça résonnait. Mais vraiment, mais c'est nul, je ne comprends pas comment, après tant d'années de collaboration, tu peux encore monter une séquence de cette façon-là. Mais vraiment, c'est pas possible. Et là, je voyais mon monteur qui était là, qui disait rien. On attendait que ça passe. Que ça passe. Bertrand s'en va, fou furieux, claque la porte de l'église. Fin de la seconde bataille de Verdun. Fin de la seconde bataille de Verdun. Mon chef monteur me regarde et me dit « Ma chère petite Mintam, je crains que là,
on ferme, on éteint tout, et c'est fin de journée, on rentre chez soi. Et donc il a fermé, il est sorti. Voilà, il s'était fait houspiller, quoi. Mais on savait qu'il pouvait piquer des crises, pareil. Une autre fois aussi sur L627, je me souviens, cette fois-ci c'était avec Ariane Beuglin, la monteuse, c'est pareil. Il avait piqué une crise, une colère noire, pareil, en criant et tout, non, c'est pas possible, non, mais cette séquence, mais c'est nul, c'est une monteuse nulle, c'est pas possible. Il était, voilà, grimper sur ses grands chevaux. Ouais, et là, la seule solution, c'est de se cacher et d'attendre que ça passe, quoi. Voilà, il part, la monteuse, pareil. Je crois qu'on a fini notre journée, elle a éteint les machines et on est tous partis. Et le lendemain, Bertrand est arrivé avec 1 kilo de bonbons qu'il a distribué à toute l'équipe. Une manière de se faire pardonner de sa grosse crise de colère. Mais ma monteuse, le bonbon n'était pas encore passé. Ouais, C'était resté le caramel reste en travers de la gorge. En même temps, c'est sûr. Il m'est arrivé une fois de partir d'un montage. Parce que ça se passait trop mal? Non, ça se passait plutôt bien. Mais le réalisateur, pour qui j'avais monté pas mal de films en tant que monteuse son, là, c'était pour un documentaire sur un concert. Je pouvais rien faire. Il me disait, oui, alors tu peux avancer de 2 images? Non, là, 3 images, oui. Non, alors, donc toute la journée, c'était, il me disait comment faire. Et moi, j'y arrivais pas. C'est-à-dire presse-bouton, me dire comment monter le plan, quoi aller chercher. Je ne pouvais pas réfléchir. Il occupait tout mon espace mental, me dire où couper, comment faire à l'image près, que j'ai dit, écoute Arnaud, je crois que je ne peux pas travailler comme ça. Je ne t'en veux pas, c'est juste moi qui ne peut pas... je suis incapable de travailler comme ça, il faut que tu cherches une autre monteuse. Il était très surpris, il m'a regardé, désolé. J'ai dit, mais voilà, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le faire. Ouais, c'est pas le truc évident. Non. Et mais il m'est arrivé aussi en Australie. J'étais sous contrat pendant 6 mois sur une série de science-fiction. Donc j'avais déjà monté un épisode de science-fiction avec un réalisateur. Ça s'était très bien passé. Et là, j'ai un deuxième réalisateur. Ce deuxième réalisateur voulant devenir producteur et avoir la main mise sur toute la série pendant les 6 mois à venir. Comme moi, j'étais amenée, entre guillemets, par un ami producteur sur la série, du jour au lendemain, un lundi, j'arrive en salle de montage, la responsable de post-production vient me voir et elle me dit « Écoute, je suis désolée, mais tu vas pas continuer, le réalisateur ne veut plus que tu montes. » Ah, c'est dur, ouais, du jeu, sans avertissement, prenez vos affaires, rentrez chez vous. Prenez vos affaires, rentrez chez vous. Mais c'est pas rentrer chez vous que pour l'épisode 2, c'est rentrer chez vous, on casse votre contrat des 6 mois. Et donc là, j'étais folle de rage. Alors là, parce que, je l'avais pas vu venir, mais même pas de signe avant-coureur. Et là, voilà, on prend ses clics, ses claques à l'américaine. Tu prends ta presse, ton truc, hop, et tu t'en vas. Enfin, en l'occurrence, il n'y avait pas de presse de montage à l'époque. Juste, tu prends ton cahier et tu t'en vas. C'était incroyable. Ah, ça, je l'avais eu vraiment en travers. Ça. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Voilà, c'était le courage du réalisateur qui n'est pas venu lui-même dire des choses. Il t'est arrivé aussi une deuxième fois, sur un documentaire, cette fois-ci, où c'est pareil, c'est le réalisateur avait dit au producteur de m'annoncer que c'était pas la peine de revenir le lundi d'après. Ouais, c'est pas des manières de virer les gens, quoi. Non, sans explication, juste... voilà. Alors, ça aussi, ça m'avait pris par surprise. C'est plus que désagréable. C'est vraiment... moi, j'étais en rage. Ouais. Alors, surtout qu'en plus, parfois tu te déplaces loin pour les montages, quoi. Donc, Oui, c'est même pas une question de ça. C'est une question humaine. Une explication, ok, on s'entend pas, mais envoyer quelqu'un d'autre pour faire le travail, c'est pas très élégant. Non, c'est sûr, c'est pas correct. Non. Et en collab, peut-être qu'il s'est mieux passé. C'est un peu une question de fanboy, si je peux dire. Tu sais que tu as travaillé avec Chris Marker. Oui. Alors, comment c'est de travailler avec Chris Marker? Alors,
Comment est le personnage? Alors, sur le film de Chris Marker, j'étais assistante monteuse. Chris Marker faisait un making-of du film de Kurosawa. Donc, le making-of s'appelle Aka, comme Akira Kurosawa. Et donc, il y avait tout un dispositif de tournage. Et comme j'avais un ami qui avait travaillé sur le tournage, je lui avais demandé est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone de la monteuse, si je pouvais l'appeler. Moi, mon rêve, si je pouvais travailler sur un film de Chris Marker, ce serait vraiment génial. Donc j'avais réussi à avoir le numéro de téléphone, j'appelle la monteuse, et là la monteuse me dit mais non, je suis désolée, vous savez, travailler avec Chris Marker, c'est très spécial, il faut qu'on soit vraiment une petite équipe, moi je suis toute seule, il faut qu'il ait confiance, il ne vous connaît pas, donc non, Son génie ne fonctionne que dans les endroits clos. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà, j'avais essayé, puis ça n'avait pas marché. Et puis, 3 semaines après, la monteuse me rappelle en me disant « Écoutez, on va mixer dans 4-5 jours, j'ai besoin de renfort, donc finalement, est-ce que vous pouvez venir en renfort sur le film ?» J'ai dit « Ah oui !» Là, mais j'étais extatique. À l'idée de travailler déjà sur le film de Chris Marker et de le rencontrer. Et j'étais assez intimidée. Je me dis, oh là là, j'allais dans la salle, je vais bientôt le rencontrer. Chris Marker arrive, il était très grand, assez imposant, très calme, ne disant rien. Et puis on fait connaissance, je lui dis bonjour. Et là, à ce moment-là, au moment où je lui dis bonjour, il voit que j'ai une montre en plastique avec la tête d'une grenouille. Il voit cette montre, il dit « Ah, mais c'est formidable! Mais où avez-vous acheté cette montre ?» Mais c'est parce qu'en fait, Chris Marker est un fan de gadgets. Il aime bien tout ce qui est gadgets. Et là, ça l'avait tapé dans l'œil. Et donc, on a commencé la conversation comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rire, à être détendu. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un homme plein d'humour qui aimait beaucoup rire et qui n'avait pas que ce côté très austère et très sérieux. Oui, en fait, on te l'a présenté vraiment comme l'armoire à glace auquel il ne faut pas parler, et c'était plus... Et là, tout d'un coup, voilà, c'était le bris de glace immédiat grâce à cette petite montre plastique verte. J'avais 2 dernières questions pour clore. Déjà, la première question, c'est quels sont tes projets à venir? Je sais que tu m'avais parlé d'un documentaire que tu faisais sur ton oncle. Oui, j'ai ce projet de documentaire sur mon oncle de 93 ans qui retrace en quelque sorte son parcours de vie, retrace l'histoire du Vietnam parce qu'il a immigré du Vietnam en France 4 fois dans sa vie. Donc il a recommencé 4 fois sa vie, mais littéralement, à zéro. Et 4 émigrations, c'est quand même beaucoup. Ouais. C'est une manière de me rapprocher de mes racines, parce que moi, je suis née à Paris, 2 parents vietnamiens. Voilà, c'est mon projet pour l'instant qui me tient à cœur. Et je passe de l'autre côté de la caméra. Donc, je me mets à la place des réalisateurs. Et tout ce que j'ai appris au long de cette longue carrière, j'essaie de le mettre en pratique. Ouais, ça doit faire un œil très, très particulier, le fait d'avoir à la fois l'œil de la script, du montage son, du montage. Tu arrives peut-être plus à visualiser ce que va donner le résultat? Non, pas plus. Plus que les autres. Disons comme c'est moi qui cadre, c'est moi qui fais tout, qui mène les interviews. Donc oui, là je dois me discipliner et écrire. Pour l'instant, je capte, j'enregistre, je sais à peu près ce que je veux, comment je veux mener l'histoire, mais je dois faire comme tout le monde, je dois quand même l'écrire, la mettre sur papier et continuer à filmer selon mon agenda, enfin selon mes désirs, mais je vais être confrontée comme tout le monde, dire qu'est-ce que je veux raconter, comment je vais le raconter, toute la problématique elle reste là. Ouais. Tous les questionnements sont là, même en tant que réalisatrice, même si j'étais monteuse, même si j'étais script, évidemment. Ça m'aide à mieux cadrer, à faire attention à la lumière, de savoir comment je positionne mon oncle ou mes personnages ou mes cousins ou tous ceux que j'interviewe, ou comment j'aborde les séquences, ou qu'est-ce que je leur fais jouer, parce que je les mets un petit peu en scène, mais c'est vrai que voilà, je mets les mains dans le cambouis de l'autre côté. Je suppose que par rapport à être monteuse, tu ne peux pas
quand c'est l'histoire de ta propre famille, tu peux pas avoir un œil aussi détaché forcément, quoi. Enfin... Ah non, alors effectivement, le piège, c'est que le côté affectif prend souvent le dessus. Le fait que ce soit ma famille proche, ça met un filtre. Voilà, donc je me pose toujours la question, une fois que j'aurai mon film, que je le montrerai, je vais quand même peut-être demander à une monteuse que je connais à m'aider dans l'écriture et à m'aider à me détacher justement des choses qui me sont chères affectivement, mais qui sont peut-être pas intéressantes pour le film. Ouais, bah oui. Mais surtout, je pense que c'est difficile de couper... Parce que je suis pas du tout expert de l'histoire du Vietnam, mais je me dis qu'en cas d'émigration, il y a quand même des histoires qui peuvent être assez même lourdes ou... Ah oui, tout à fait, oui. Finalement, tout mon problème, c'est ce que je disais toujours à mes réalisateurs. Qu'est-ce que vous voulez raconter ? Qu'est-ce que tu veux raconter ? C'est quoi ? Quel est ton point de vue ? Quel est le point de vue ? De quoi parle le film réellement ? De quoi parle le film réellement ? C'est parce que c'est pas juste une description des faits, parce que là, c'est juste enregistré. Non. Voilà, j'ai envie qu'on ressente, qu'on ressente des choses. Donc je suis en train de chercher ma voix. Je suis en train de chercher comment je vais raconter cette histoire. Ok. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des jeunes qui voudraient se lancer dans le montage ou en tout cas découvrir cet univers ? Des conseils, je dirais pratiquer, monter le plus possible. Toutes sortes, toutes formes de clips, de courts-métrages, de tout. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Personnellement, je dirais que moi, en tant que monteuse, il y a 4 critères qui ont été théorisés par Walter Murch, qui est un grand monteur de Coppola, qui était aussi monteur son et mixeur. Et il disait, quand vous montez, première chose à laquelle vous devez penser, c'est l'émotion. Okay. Après, c'est que racontez-vous ? Quelle est l'histoire que vous racontez ? Faites attention au rythme. Donnez du rythme dans la lenteur ou pas. Et quand vous coupez ou quand vous montez, où est posé le regard ? Où est donné ? Quelle est l'intention ou quelle est l'attention du regard pour pouvoir couper ? Ouais. En plus de ces critères, ce qui est aussi très important à ne pas oublier, c'est le côté humain et le côté relationnel. C'est qu'en tant que monteur, parler, discuter avec les équipes de tournage, que ce soit déjà évidemment le producteur, le réalisateur, mais aussi le chef opérateur, l'ingénieur du son. Ça peut être aussi le décorateur, la script, bien évidemment. Et aussi avoir conscience qu'après, dans le montage, il y a aussi d'autres personnes dans les équipes. Il y a les assistants, il y a aussi les monteurs son, il y a le bruitage, le doublage, les effets spéciaux, le musicien ou la musicienne, le mixeur et l'étalonnage. Donc tout ça, on n'est pas juste un ermite dans sa grotte, il y a aussi tout ce côté relationnel qui est très important, parce que finalement, un film, c'est aussi un travail d'équipe. Ok. Voilà. Bah, je te remercie pour tous ces conseils, à la fois ces conseils pour les jeunes monteurs, mais aussi plus généralement sur ton parcours de vie, sur tout ce que tu as pu me dire sur le montage. Et je voudrais aussi en profiter du coup pour remercier toutes les personnes qui travaillent à la post-production de Radio Ciné, parce qu'il y a des personnes qui font les reels, qui font de l'étalonnage, qui font du sous-titrage, toutes sortes de choses qui prennent beaucoup de temps. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui sont revenues vers moi ou vers l'équipe après les émissions et à qui ça a plu. Je veux remercier les spectateurs et puis se dire à une prochaine fois.